Invité Sonia Mabrouk, c'est Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Et ancien ministre. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Coup de force hier soir de la part de certains étudiants qui ont forcé les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur, dénonçant leur précarité après la tentative de suicide de l'un d'entre eux. C'est une colère parfois radicale qui s'exprime dans un contexte tendu aujourd'hui. Il y a tout d'abord ce drame de ce jeune qui s'est immolé, même si on ne connaît pas toutes les circonstances. Je crois qu'il est toujours en train de lutter pour la vie. Et ce drame-là, c'est pas un drame comme les autres. Il y a la question de la précarité étudiante aussi, c'est une réalité. Mais il y a aussi un autre message qu'on doit adresser. La violence n'est pas possible, et c'est pas une phrase toute faite quand je dis cela. On peut pas forcer les grilles d'un ministère, on peut pas empêcher. Ça s'est passé hier à Lille 2. Un président de la République, un ancien président de la République, François Hollande, et des centaines de jeunes qui étaient venus l'écouter, empêcher cette conférence de se tenir. On ne peut pas jeter des livres à terre, on ne peut pas casser, c'est pas possible. Mais là aussi, il y a un autre message que je veux adresser. Il faut qu'on fasse attention à ne pas donner le sentiment que c'est par la violence qu'on peut se faire entendre et se faire respecter. Et là, c'est un message que j'adresse bien sûr au gouvernement et à l'État. Il est très important, souvenons-nous de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, quand on donne le sentiment de passer à côté de la colère, de ne pas comprendre les raisons de la colère, ce sont ceux qui sont les plus ultras, les plus durs et les plus violents. C'est ce qui est en train de se passer pour les étudiants. Avec le sentiment que c'est comme ça qu'on se fera entendre. Ça, c'est pas possible. Et j'en appelle à la fois à ce qu'on retrouve les voies d'un vrai dialogue social. Quand je dis cela, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais alors, il veut remettre en selle les syndicats. Honnêtement, il vaut mieux avoir des interlocuteurs, des corps intermédiaires, et tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Quand vous prenez notamment la CFDT de Laurent Berger, ce sont des gens responsables, qui sont capables de porter des propositions et de faire passer des messages. J'entends bien, Xavier Bertrand, vous appelez au dialogue social et à la responsabilité. On entend à votre voix une véritable inquiétude. Vous dites attention aux dérives. Oui, parce que je sens à nouveau, comme l'an dernier, je l'avais dit avant le mois de novembre, monter à nouveau un vent de colère qui n'est pas bon pour le pays. J'étais inquiet, comme tout le monde l'an dernier, parce que je voyais bien que notre pays pouvait se retrouver à terre. J'ai pas envie de revivre ça. Et disons les choses très clairement. Le gouvernement, aujourd'hui, cette colère-là, elle n'est pas là depuis 30 mois et depuis qu'Emmanuel Macron est là seulement. C'est une colère qui remonte à beaucoup plus longtemps que cela. Les causes de la colère, elles touchent bien évidemment au pouvoir d'achat, mais aussi au niveau de vie, aux perspectives pour les jeunes, des jeunes étudiants, pour les enfants de ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et si on ne comprend pas aujourd'hui qu'il faut apporter des réponses, des vraies réponses, et aussi un peu d'espoir, c'est notre système globalement qui est menacé. C'est pas un phénomène franco-français. Regardez ce qui se passe dans le monde entier, c'est la revanche des peuples. Des gens qui, non seulement ceux qui n'ont pas de travail, mais même ceux qui ont un travail n'arrivent pas à s'en sortir. La revanche des peuples, les mots sont forts, alors que le gouvernement, vous le savez, Xavier Bertrand, craint cette agrégation des colères, colère des étudiants, les hôpitaux demain, la grogne sociale le 5 décembre. Mais c'est pas des catégories seulement qui manifestent. C'est un malaise profond dans notre société où il n'y a plus la perspective d'offrir à ses enfants des perspectives d'avenir, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire plaisir à ses enfants tout simplement. Et derrière ça, prenez notamment une proposition qui est sur la table depuis maintenant le mois de mars. C'est la question, encore une fois, qui a été posée par des ONG, des organisations non gouvernementales, par Laurent Berger, la Fondation Nicolas Hulot, sur ce pouvoir de vivre. Pas de dire, écoutez, ce n'est pas seulement une expression, le pouvoir de vivre, pardonnez-moi, ça sonne bien aux oreilles pour le moment. Vous avez un revenu seulement, c'est qu'est-ce qui vous reste pour vivre. Vous savez qu'au moment où je vous parle, au moment où on se dit que ça va être une semaine très froide, bon, on se dit, tiens, c'est la météo, on entend ça la météo. Il y a des gens pour qui, dans ces conditions-là, ceux qui ont un chauffage individuel, c'est on va être obligé de mettre ou de monter le chauffage. Et le chauffage, ça représente une part importante de leur budget. Et vous savez, je ne découvre pas cela aujourd'hui. Moi, je l'ai découvert voilà quelques années, notamment à l'occasion de la campagne des élections régionales. Et quand je décide d'aider ceux qui travaillent en prenant en charge une partie de leurs frais de carburant, une partie des gardes d'enfants, c'est parce que je veux pas être dans les discours. J'essaye de trouver des solutions. Oui, Xavier Bertrand, mais reconnaissez que c'est peut-être plus facile parfois, et je pèse mes mots, pour un président de région que pour un président de la République de claquer des doigts pour trouver des solutions pour tout un pays. Normalement, c'est pas mon boulot de président de région. Et pourtant, je le fais parce que je dois apporter des solutions. Je pense que les politiques doivent un peu moins la ramener et être un peu plus efficaces. C'est ce que j'essaye de faire à mon niveau. Et encore une fois, je ne donne pas de leçons à qui que ce soit. J'essaye de trouver des solutions pour redonner
à la fois du pouvoir d'achat, mais surtout de l'espoir dans la tête des Français. Vous parlez d'efficacité. Vous avez été reçu hier au ministère de l'Intérieur pour évoquer la question sensible des listes communautaires notamment. Tout d'abord sur le diagnostic. Le gouvernement partage-t-il cette urgence, votre urgence sur ce sujet, sur ce défi? Nous avons été reçus avec Bruno Retailleau, qui est porteur d'une proposition de loi, à la fois par M. Mouniez, par M. Castaner et par Mme Belloubet. Écoutez, je peux me tromper complètement, mais visiblement, ils ont l'air de vouloir bouger. Tant mieux, parce qu'au tout début, quand j'ai fait ces propositions, notamment dans le journal du dimanche, on m'a un peu ri au nez en disant qu'il n'y avait rien qui était possible. Ce qui ressort de cette première rencontre hier, c'est que nous pouvons agir à plusieurs niveaux. Un, donner des pouvoirs avec une circulaire au préfet pour qu'il puisse intervenir s'il y a des risques de troubles à l'ordre public et si vous avez notamment des candidats qui s'éloignent de la loi républicaine. Donc avant, soyons précis, avant le scrutin, ce qu'a dit à notre micro Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales. Moi, je préfère prévenir que guérir. Parce que je vais vous dire autrement, la question de ces listes communautaristes, de l'islam politique, que je combats et que je combattrai tout le temps, c'est très simplement le feuilleton des prochaines élections municipales et je veux éviter cela. Mais certains vous demandent qui en fait le feuilleton? Qui nourrit ce feuilleton? Écoutez, depuis maintenant quelques années, on a la mémoire courte. Il y a eu déjà des candidatures aux élections municipales de 2014, aux élections en 2010 également, et là dernièrement aux européennes. Alors, aux européennes, on me dit l'UDMF, j'entendais notamment son responsable des démocrates. Qui vous a directement interpellé dans le journal? Tout à fait, tout à l'heure. On me dit, mais regardez, ils ne font que 29 000 voix, c'est pas un problème. Alors on attend quoi? Qu'ils aient 290 000 suffrages, 2 900 000 suffrages pour se réveiller. Ça fait tellement longtemps qu'on a été soit naïf, soit lâche. On a le droit aussi de se réveiller et de prendre des mesures. Donc, naïveté, et lâcheté collective? Collective. Une circulaire, la loi de Bruno Retailleau apporte des vraies réponses pour supprimer le financement public à ceux qui se revendiquent ou qui poussent en avant le communautarisme ou l'islamisme. Moi, je pense qu'il faudra aussi toucher à la Constitution, c'est-à-dire la compléter, parce que vous savez, en 1958, la question de la laïcité n'était pas la priorité comme aujourd'hui. Et détailler la laïcité, c'est notamment mettre en avant, comme un principe intangible, l'égalité hommes-femmes. Ça aussi, en 58, on n'avait pas le regard de ce qui pourrait se passer. C'est important ce que vous dites, Xavier Bertrand, parce qu'on ne touche pas comme ça à la Constitution, mais quelque chose qui m'interpelle là, au moment où vous parlez. Vous êtes prêt à abolir le Concordat en Alsace-Moselle, qui représente une exception au principe de laïcité? Non, parce que c'est quelque chose qui fonctionne et on a le droit de faire preuve également. Donc à géométrie variable? Non, pas du tout. Écoutez, alors dans ces cas-là, la société française est aussi à géométrie variable pour le Concordat en Alsace. Donc vous voyez, j'ai le droit aussi, je revendique cette cohérence, il y a aussi des choses qui marchent. Pourquoi justement tout casser? Est-ce que ça pose un problème? Non. Par contre, la question qui peut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas davantage d'imams qui sont formés sur ce territoire de la République française. Et le tout dernier point, parce que je pense que les listes communautaristes vont se compléter d'autres choses. Je pense que les promoteurs de l'islam politique vont chercher maintenant à infiltrer des listes. Et ce que nous proposons avec Bruno Retailleau, c'est qu'il y ait une charte signée par les partis politiques dans notre pays, s'engageant à ce qu'il n'y ait pas non plus sur leur liste à eux des candidats qui ont un profil communautariste, c'est-à-dire qui disent qu'il faudra des horaires pour des associations à la piscine, mais derrière ça, ce sont des horaires différenciés hommes-femmes, et ça c'est impensable. Ceux qui nous disent qu'il faudra regarder la question des repas dans les cantines, ça aussi c'est impensable. Et encore une fois, certains peuvent changer de stratégie, et moi ce que je demande, c'est à l'ensemble des partis politiques français de prendre le même engagement, de ne pas accueillir sur leur liste. Vous le voyez, circulaire pour les préfets, qui sont les représentants de l'État, une loi sur la base de la proposition de Bruno Retailleau, changer la Constitution à terme et la question de ce charte pour les partis, ça nous permettrait de dire aux tenants de l'islam politique, vous ne changerez pas la société française, vous ne changerez pas la République française. Vous voulez être clair sur la laïcité. Allons plus loin. Il y a quelques années, en 2015, à cette même période, avant Noël, quand vous étiez maire de Saint-Quentin, vous avez refusé de suivre l'avis de l'Association des maires de France qui proposait d'écarter les crèches des mairies au nom de la laïcité. Vous reconnaissez? Mais parce que c'était aussi une tradition, je vous le dis très clairement, sur le village de Noël à Saint-Quentin. Voyez, est-ce qu'on peut être clair sur la laïcité? Écoutez, il y a aussi un autre aspect. Vous n'empêcherez pas aussi ce qu'est l'histoire française et effectivement la place d'une religion, la religion catholique. Certains vont vous dire laïcité à géométrie variable. Non, elle n'est pas du tout à géométrie variable. Et je vais m'en expliquer sur cette question précise. Là où il y avait des crèches, j'entendais qu'elles puissent continuer. Et quand il n'y en a pas eu, je n'ai pas fait. Je n'ai pas non plus cédé aux provocations du Front National, au Conseil régional. Il n'y avait pas cette culture, cette habitude, cette tradition. Je n'ai pas voulu changer les choses. Moi, je ne suis pas dans la provocation. Vous savez, je ne suis pas un hystérique, je ne suis pas un énervé.
Mais je suis très déterminé à ce que la France dans laquelle grandiront mes enfants, ce soit une France dans laquelle il n'ait pas peur et qu'il n'ait pas non plus à changer et à vous faites la part des choses entre tradition, crèche de Noël pour vous, et puis, la France et puis a une le longue reste. tradition, une longue histoire, notamment avec la religion catholique, évidemment. Merci Xavier Bertrand. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.